Deux amis se rendent à tour de rôle l'un chez l'autre pour découvrir les objets culturels posés sur l'étagère. C'est peut-être un peu frustrant pour les gens qui écoutent parce qu'il n'y a pas le visuel. Bon, on peut très bien imaginer le fantasme que ça peut représenter. Et puis depuis, on a inventé des fauteuils chauffants en fait. Le monde se divise en deux catégories, ceux qui connaissent ce livre et ceux qui ne connaissent pas ce livre. Rien n'est plus logique que les démarches de votre esprit, ni de plus propre à notre temps. N'affirme-t-on pas par exemple que la bombe H détournée de sa fonction initiale assure la paix de notre planète ? Là, on est vraiment dans le très bon exemple du truc complètement tordu, quoi. Tout en étant d'une simplicité presque enfantine. Dont notamment un landau télévision, où on pousse son landau et à la place du bébé, on a une télévision. Donc ça a été remplacé par les téléphones à écran. Les robinets montés en série s'ouvraient un petit peu Exactement. à tous les débits, quoi. Il y a des moments assez poétiques. Là. J'ai pris l'exemple de la tronçonneuse, mais il y a des moments assez poétiques. Mais au début, ce n'était que des dessins, et moi, je regardais ces dessins, et j'avais envie que ces objets existent. C'est moi qui suis chez toi, Yann. Et en plus, cette fois, on est directement installé dans ce qu'on peut appeler une bibliothèque. Oui, mais c'est un piège en fait. Ah, on va partir de là. Je vais te faire déplacer. Car nous allons encore une fois dans un autre endroit. Dans un endroit, mais tu vas rester à la porte. Je dois dire que je ne m'attendais pas à ça. Même si je te sais capable d'énormes surprises, et je pense que ça va en être une. Je n'ai pas encore vu l'ouvrage que tu as pris sur l'étagère des toilettes. Et donc, alors, c'est l'auteur, j'imagine, ouais. Karl Mann, Catalogue d'objets introuvables, édition Ballant. Tu ne connais pas ce livre? Et je ne connais pas ce livre. Le monde se divise en deux catégories, ceux qui connaissent ce livre et ceux qui ne connaissent pas ce livre. Peux-tu me décrire quand même cet objet qui, alors, lui, a été trouvé? Cet objet dans cette édition donc, est dans un format rectangulaire mais assez large quand même. C'est entre le petit livre et le beau livre. Ouais. C'est sorti chez Ballant, mais c'est pas, je crois, le premier éditeur de cet ouvrage-là. C'est un ouvrage qui a eu de nombreuses rééditions. Donc sur la couverture, donc on voit en gros le nom de l'auteur, Karl Mann, en dessous catalogue d'objets introuvables et une illustration, une photographie d'un objet effectivement introuvable puisqu'il s'agit d'un robinet à... Comment décrire ça? Un robinet qui se décline de plus en plus petit en fait. Ah ouais, je dirais, je sais pas si c'est un terme heureux, mais une enfilade de robinet. Une enfilade de robinet, tout à fait, montée quand même soudée ensemble. Voilà. Et dont le principe est justement d'avoir des débits différents. C'est quand tu veux faire couler de l'eau dedans, tu as des robinets qui sont de plus en plus petits. Ça fait partie en fait des inventions on y reviendra, que Karl Mann a concrétisées parce que d'abord il les a conçues, pensées, illustré, dessiné, parce que c'est un peintre à l'origine, et puis après il en a réalisé certaines, mais on reviendra sur oui, parce que là je suis complètement intrigué par ça, parce que là d'un premier abord, avant que tu le décrives peut-être un peu plus, c'est vrai que l'objet en lui-même c'est un livre, mais il fait effectivement, enfin on sait pas trop où on va en fait, là moi tu me montres ça comme ça, j'arrive pas à savoir si c'est du lard ou du cochon, si c'est sérieux, pas sérieux, enfin c'est effectivement très bizarre, avec une maquette totalement... sérieuse dans le sens où oui ça ferait presque effectivement couverture de catalogue avec une photo pas très glamour, pas très vendeuse, mais en même temps on nous présente une enfilade de robinet à débits divers, je vais y arriver, donc c'est un peu totalement improbable en plus d'être introuvable. Donc déjà, où est-ce que tu t'es procuré ça? Alors, là, il va falloir être... Attends, on va continuer la description. Ah oui, parce qu'il y a le dos. C'est vrai, la quatrième de couverture, où on voit l'auteur.
Donc, Karelman, je crois que c'est Jacques, son prénom. Et là, on comprend que ça va être le délire. Et qui fait boire son chien dans une de ses inventions, son chien qui s'appelle Virgule, dans le verre à teckel. Donc, c'est une photographie de lui qui fait boire dans un verre dont effectivement qui est penché et intrigué et allongé pour pouvoir recueillir la gueule, le museau du teckel qui puisse boire à l'intérieur. Et après, un petit texte que peut-être on peut lire de suite, ça intriguera. Les objets introuvables, entre guillemets, de Karelman ont à ce jour fait 2 fois le tour du monde. Alors à ce jour, c'est une édition de 1984, donc on peut imaginer que ça s'est développé depuis. Une première fois sur le papier, traduit en plus de 10 langues, dont le finnois, le japonais et l'hébreu, et une deuxième fois réalisé en 3 dimensions. Ainsi, devenus bien réels, ils ont été présentés dans divers musées et galeries d'art à Berne, Bordeaux, Bruxelles, Dallas, Jérusalem, Lille, Marseille, Montréal, New York, Osaka, Paris et Tokyo. Donc voilà, ça place un peu le truc, c'est pas non plus un truc underground, hein, c'est un truc qui a été populaire. Mais en même temps, moi je lis ça et je vois la photo qui me rappelle genre, des fois, parce que là, t'as dit c'est une édition de 84, mais on dirait que la photo date même de... entre 74 et 84, ouais. Où on dirait aussi les vieux trucs de professeur Rochon. Alors, il y a pas... Choron, tiens. Aujourd'hui, je crois que tu m'as tellement perturbé avec ce que tu as sorti que je vais faire plein de lapsus. Ça fait très, très... Fiche bricolage du professeur Choron. Exactement. Ouais. Alors, en moins, pour l'instant, en moins... ni érotique, ni scato, ni quoi que ce soit. Enfin, pas du tout. Même si c'est pas l'esprit, à quelques exceptions près, puisqu'il va désigner des toilettes, on y reviendra. Y a quelques objets qu'il va fabriquer qui auront à voir avec ça, mais c'est pas trop la tendance. Par contre, ça aussi, en général, on parle de ça plutôt à la fin, c'est pas impossible que le professeur Choron ait été influencé par Karelman. On reviendra sur les influences possibles et les descendances plus ou moins évidentes, mais je serais pas surpris, moi, connaissant un petit peu Karelman et ce que faisait Choron dans Harakiri, qui a une filiation quand même, ou une inspiration en tout cas. Et alors, quand est-ce que tu as eu... Alors, cette édition, il n'y a pas très longtemps. Cette édition, je l'ai trouvée... Enfin, il n'y a pas très longtemps. J'ai trouvé quand je suis venu me réinstaller à Montpellier, donc il y a une quinzaine d'années, aux bouquinistes qui étaient sur l'Esplanade, puisqu'en ce moment, ils n'y sont plus, pour cause de travaux. Et donc, tous les week-ends, il y a des bouquinistes qui s'installaient sur l'Esplanade. Et je suis tombé sur ce livre... pas trop cher, hein, pas cher du tout, et alors que je le croyais introuvable, comme les objets qu'il désigne. Parce que je le connaissais depuis très longtemps. Voilà, c'est ce que j'allais te dire. Et voilà, ma première rencontre avec ce livre, en fait, c'est pour ça que j'étais allé dans les toilettes, c'est que, dans mon souvenir, j'ai découvert ce livre dans les toilettes familiales. Alors, qui l'avait mis là? Est-ce que c'est mon père? Est-ce que c'est ma mère? Je pense que tous les deux, étant des gens avec de l'humour, c'est possiblement tous les deux, mais ça ressemble plutôt à mon père, qui aime beaucoup l'humour absurde, qui aime beaucoup tous les héritiers des surréalistes, et donc Karelman en fait partie. On reparlera de sa biographie que je connais très sommairement un petit peu plus tard. Mais en tout cas, il y avait une édition de poche. Et pour avoir fait des recherches depuis, je pense qu'à l'époque, en fait, il y avait que le premier tome qui était sorti. Il a sorti ensuite un deuxième tome. Le premier tome date de 1969, je crois. D'accord. Oui, alors moi, j'ai pas eu à cette époque-là. Hein, non, mais c'est une histoire ancienne, quoi. Ouais, c'est ça. C'est vraiment quelqu'un qui était dans la mouvance de 68, tout à fait. Ouais. Ça aussi, on va en reparler. À force de dire on va reparler, à un moment, on va parler des choses. Mais bon, pour remettre l'objet... à l'origine, quand tu rencontres l'objet, Voilà, dans le contexte, il y a 2 livres qui m'ont marqué dans mon enfance, qui traînaient dans les toilettes, qui étaient un recueil de blagues, de genre 500 ou 1000 histoires drôles, et cet objet-là. Et aujourd'hui, je pense que le livre de blagues, il est illisible pour moi. C'est-à-dire c'est vraiment les trucs ringards, les blagues qui se racontaient à l'époque, qui non seulement seraient très politiquement incorrectes aujourd'hui, mais surtout, je pense me ferait plus rire pour l'essentiel. Alors que cet objet qui me fascinait, étant un gamin, est resté dans ma mémoire et même est resté comme un manque. C'est-à-dire que je ne sais pas où il est passé dans la famille après, je ne sais pas qui l'a récupéré dans toute ma famille, mais je ne l'ai jamais revu. Et surtout, je ne le croisais pas en librairie. Et pendant des années, je me suis dit, c'était avant qu'on fasse des recherches sur Internet tout ça, je me suis dit, c'est mort, quoi. C'est un truc que tu ne verras plus jamais. Et quand même, des fois, chez des gens, je voyais chez certaines personnes qui l'avaient, c'est quand même un objet qui a, je pense, beaucoup marqué les années 70, chez une partie de la population qui aimait bien les trucs un peu originaux. Et je pense que ça
moi, ça a ouvert mon goût pour ces livres, justement. Tu disais au début, on ne sait pas si c'est du lard ou du cochon, pour ces livres qui sont entre deux. Oui, C'est-à-dire qu'ils sont pas un roman, qui sont pas non plus une bande dessinée, qui sont pas des livres utiles, mais qui sont ces espèces de livres qui sont des objets en soi. Et là, si on commence à l'ouvrir, on va se rendre compte qu'en fait, c'est vraiment un livre graphique. C'est-à-dire qu'il est rempli de dessins. Ah oui. Qui représentent ces objets qu'il a imaginés. Alors qu'est-ce que c'est que ces objets introuvables? En fait, ce sont des objets censés être utiles, mais avec une certaine forme d'humour d'abord, mais surtout de logique un peu paradoxale. Alors on va en prendre un au hasard. Le rocking chair latéral, dit le roulis, oui, c'est qui, très bien, ça. Au lieu d'avoir mis au lieu de se balancer d'avant en arrière, on se balance de côté, si j'ai bien compris, c'est ça? Ouais, ou même apparemment plus indéfini que ça, mais latéralement et un peu d'avant en arrière aussi. Et avec il y a toujours une petite légende. Rocking chair latéral, dit le roulis, évoquera aux amoureux de la mer le doux mouvement d'une embarcation. Voilà, oui. Donc le genre de truc qui file le mal de mer, en fait, si c'est réalisé concrètement. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut avoir alors, une série d'enclumes, quand même, enclumes de voyage pliantes. Elle est particulièrement recommandée aux forgerons devant faire de fréquents déplacements professionnels. Elle est munie d'une forte poignée et d'un crochet assurant sa fermeture parfaite pendant le transport, article très résistant. Donc évidemment, on peut se demander qu'est-ce qui a germé dans la tête de ce personnage-là. Puis, alors, c'est difficile en même temps de les décrire parce qu'il y a un aspect très visuel. Le marteau tordu, donc un marteau replié sur lui-même, sa forme particulière lui permet d'atteindre aisément les clous les plus inaccessibles. Ou, il y a toute une série de marteaux, le polymarteau, donc on a une espèce de roue avec des têtes de marteau qui permet en fait d'enfoncer les clous en faisant tourner la manivelle. Ou le marteau à rebond, je crois que c'est un de mes préférés celui-là, qui est un marteau avec un deuxième marteau. Quand on tape le premier marteau, il y a le deuxième qui vient frapper sur le bout du premier marteau qui permet d'enfoncer le clou plus fort. Donc en fait, ce Karelman a inventé une série d'objets utiles dans le quotidien, comme par exemple la bicyclette symétrique, conçue spécialement pour marcher indifféremment dans les deux sens, c'est-à-dire une bicyclette avec 2 selles et 2 guidons qu'on peut prendre dans un sens ou prendre dans l'autre. Oui, parce qu'en fait, tu vois, au début, je croyais même genre qu'on ne pouvait même pas aller dessus et ni rouler avec, mais en fait, si tu peux, c'est juste que tu choisis dans un sens ou dans l'autre, mais ce qui n'a aucun sens. Voilà, ce qui n'a aucun sens. Non, oui, là, on est vraiment dans le très bon exemple du truc complètement tordu, quoi. Alors évidemment, et tout en étant d'une simplicité presque enfantine, quoi. Ouais, il y a des idées de génie, en fait. Le tandem convergent pour fiancer, donc un tandem où d'habitude les deux selles vont dans le même sens, là les deux selles vont dans des sens différents, donc ils peuvent se regarder en roulant, et en dessous le tandem divergent, modèle conçu pour couple en instance de divorce, où là les deux sur le tandem sont dos à dos. Alors c'est difficile de décrire ça de manière audio. Oui, non, c'est sûr que là, une image vaut mieux qu'un long discours, d'autant plus ici. Mais c'est vrai qu'en plus, ce qu'il y a de frappant dans le livre aussi, c'est qu'il y a toutes sortes d'illustrations, parce qu'on a vu Alors moi, j'ai vu des vieilles photos qui sont carrément, je pense, même pris, qui datent vraiment des années 60, certainement des années fin 60, 70, elles ont un grain, elles ont une patine, c'est un peu les mêmes qu'on trouvait dans les catalogues Seb ou les choses comme ça. Ouais, voilà. la même, Après, on a des dessins vraiment graphiques de type à la plume, noir et blanc avec très peu de couleurs, très peu, voilà, soit une monochromie, soit tout en bleu, soit tout en jaune. Ensuite, des fois, on a des espèces aussi, j'ai vu un peu, on peut dire autre chose. Ouais, ou alors des dessins type vraiment très techniques. Qui sont peu presque photocopiés ou des choses comme ça. Donc aussi, il y a quand même une espèce de variété dans le... Bon, ce qui fait que c'est un vrai catalogue, quoi. Mais en fait... Qui est très touchant aussi, je trouve. Moi en fait, si j'aime ce livre, c'est que j'ai découvert des choses sur ce livre période après période. En fait, ce livre, il est inspiré, Karelman s'est inspiré des catalogues de la manufacture d'armes et cycles qui était à Saint-Étienne, je crois, qui est l'ancêtre en fait des catalogues type Les Trois Suisses ou La Redoute où on trouvait de tout, mais qui étaient vraiment au départ des catalogues d'abord illustrés par le dessin, il n'y avait pas de photographie, et qui au départ étaient spécialement pour les chasseurs, les pêcheurs, voilà, et puis qui s'est développé. Après, il y a des gens, ils sont
mis à vendre, je crois, des bicyclettes, enfin des objets, et puis des objets fonctionnels. Et ces catalogues étaient, alors moi je ne suis pas de cette époque-là, mais j'en ai vu des reproductions, des facsimilés qu'on peut trouver en ligne aussi d'ailleurs. C'est fait voilà, avec comme tu parlais de dessins très techniques en fait, par des graphistes qui essayaient de reproduire. Parce qu'on n'avait pas les moyens de faire des catalogues de photos tout à fait, au tout début, qui essayaient de reproduire les objets de manière très précise. On peut penser que c'était des gens qui avaient fait des écoles d'architecture, enfin, ou de dessin technique. Quoi. Oui, voilà, c'est le dessin technique dans sa pure splendeur. C'est-à-dire, on fait vraiment un trait qui est presque, comme la ligne claire l'a été pour la BD, mais on fait vraiment un trait qui a la même grosseur en permanence, et puis on essaye effectivement de reproduire l'objet dans une forme quasi documentaire, naturaliste. Pour qu'il y ait très peu de différence éventuellement entre ce qu'on voit sur le catalogue et ce qu'un jour peut-être on va aller acheter dans le magasin. Là évidemment ce qu'il y a de très drôle, c'est que très vite on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas à chaque fois, ou il y a quelque chose qui détonne dans la représentation et qui interpelle. Comme le fauteuil radiateur, qui est, voilà. Je trouve un objet qui me fait rêver, c'est-à-dire c'est un radiateur en forme de fauteuil. Il se branche sans aucune difficulté sur n'importe quelle installation de chauffage central, indispensable aux personnes frileuses. Bon, on peut très bien imaginer le fantasme que ça peut représenter, et puis depuis on a inventé des fauteuils chauffants en fait. Oui, bien sûr. L'idée elle n'est pas complètement absurde, c'est ça qui est génial. C'est paradoxal quand on les voit, parce qu'on se dit mais voilà, un tandem où les gens sont dos à dos, à quoi ça sert, ou cette bicyclette qui va dans les deux sens alors qu'on le fait très bien avec une bicyclette normale, mais en fait lui il a une logique de comment on pourrait résoudre certains problèmes du quotidien, et il va jusqu'au bout de ça même si le résultat semble absurde. Et je dois dire que ça, gamin, c'était vraiment fascinant. C'est-à-dire que moi à l'époque, alors je crois que les photos datent d'après, il les a pas construits tout de suite ces objets. Il les a construits donc dans les années 70, quand il a pensé au deuxième tome, etc. Mais au début, ce n'était que des dessins, et moi, je regardais ces dessins, et j'avais envie que ces objets existent. Même si je savais bien, j'étais petit, mais j'avais bien compris qu'il y avait un côté absurde. Des fois, je me marrais en regardant certains dessins, mais j'avais quand même envie qu'ils existent, parce qu'ils représentaient une imagination parallèle un peu. Quelque chose qui n'est pas vraiment utile en soi, mais ça serait formidable que ça existe. Sur l'autoroute, en décapotable, ça doit pas être super agréable. En décapotable, sur l'autoroute, désolé j'avais un petit doute. Sur l'autoroute, en décapotable, ça doit pas être super agréable. En décapotable, sur l'autoroute, désolé j'aimais un petit doute. Sur l'autoroute, en décapotable, sur l'autoroute, en décapotable, sur l'autoroute, en décapotable, sur l'autoroute, en décapotable, ça doit pas être super agréable. En décapotable, sur l'autoroute, désolé jamais un petit peu. Sur l'autoroute, en décapotable, ça doit pas être super agréable. En décapotable, sur l'autoroute. Et parce qu'il y a effectivement cette satisfaction quelque part de voir réaliser quelque chose de surréaliste. Et c'est ça qui, je pense, est effectivement très, très touchant même à la fin, parce qu'en fait, effectivement, à tout moment, on peut se dire oui, mais c'est absurde, ça ne sert à rien, on ne pourrait même pas le produire en série. Mais en fait, le simple fait d'en voir au moins un exemplaire, ça a une force, ça a une portée qui est quelque part, qui même tendrait à faire penser, ouais, ça aurait été bien même quand même de vivre dans un monde où il y aurait tout ça, même peut-être en série.
Ben, ça rappelle certaines... Tant qu'à faire du capitalisme à Ouais. outrance, tu vois ce que je veux Mais dire. ça rappelle certains délires de films de science-fiction. Ça Oui, rappelle. tout à fait. Il y a un peu de ça dans Woody et le robot, par exemple. Il y a des Oui. inventions complètement cinglées. Et il y a ça dans des courts-métrages ou des Oui, oui. BD de SF aussi, de l'époque de Métal Hurlant. Enfin, toute la génération des Bien sûr. Casa, Mobius, ils ont déliré sur ce genre de Bien trucs. sûr. À l'époque où ils faisaient un peu d'humour. Voilà, C'est ce que tu disais sur les vélos, tu vois, sur le côté le couple amoureux ou le couple en instance de divorce, c'est que voilà, là on est vraiment dans le bout du bout, mais ça serait génial qu'on puisse passer dans un, surtout maintenant où c'est le retour du vélo, que tout le monde fait du vélo, et surtout à Montpellier et tout, qui aurait cette catégorie, tu vois, parce que là on a le choix entre des vieux biclous ou des. Maintenant c'est surtout batterie électrique ou pas batterie électrique, là ce serait bien. Tandem convergent ou non convergent? Mais, Vous êtes en instance de divorce? Non, ça serait quand même. Voilà, c'est ça qui est génial, je trouve, là-dedans, quoi. Mais surtout qu'il a vraiment fait les choses bien, c'est-à-dire que c'est regroupé par série. Alors en fait, il y a 4 grands chapitres. Il y a le travail qui couvre outillage, culture, jardinage, articles de bureau et fournitures scolaires, dans lequel on trouve Oui, après, oui, c'est ça. voilà, dans laquelle on trouve des échelles, enfin une série d'échelles. Et voilà, sur certains objets, il y a des séries. Là, par exemple, il y a une série d'échelles complètement délirante. Alors c'est pareil, hein, c'est un peu délicat à décrire. Voilà, l'échelle pour cul-de-jatte, c'est juste les montants de l'échelle. Il n'y a pas les barreaux, horizontaux. Bon, ça, c'est une idée assez simple, mais après, il y en a qui sont plus tarabiscotés. Échelle d'équipe qui se divise en 3 après. Là, tu es politiquement correct, mais échelle pour pied beau. Voilà, échelle avec des niveaux différents selon la gauche et la droite. Oui, là, c'est non, c'est assez génial. Ou une échelle en forme d'arche pour travailler sous les ponts. C'est pas con comme idée, quoi, en fait. Ça aurait très bien pu. Et ça fait une échelle très belle. Oui, et c'est ça. Après, les objets sont beaux visuellement. Donc, il y a le travail, la maison, avec des meubles, de l'aménagement intérieur, le sanitaire, l'hygiène et les articles de ménage. Les loisirs, alors là, ça couvre énormément de choses. Sport, cycle, camping, accessoires pour auto, meubles de jardin, jeux et jouets, philatélie, peinture, musique, etc. Musique, c'est les instruments. Il y a des instruments délirants. Oui, voilà, attends, aller faire là, un tour. il faut que... Oui, parce que je suis toujours à la recherche d'instruments complètement délirants. Métronome géant. Le métronome géant ou la barre qui oscille, je sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs, sur un métronome, est remplacé par un chef d'orchestre, et donc il y a des musiciens qui sont dessinés devant et qui sont comme animés par ce chef d'orchestre qui va osciller au rythme du... Oui, le métronome géant remplaçant le chef d'orchestre pour les groupes. Les petites formations d'amateurs qui n'ont pas les moyens d'en engager. Voilà. Un piano en kit pour si vous n'avez pas les moyens de tout vous payer d'un coup. Alors c'est octave par octave en fait. Hein. Vous pouvez acheter chaque octave. Le piano d'angle. Alors ça, c'est les gens qui ont des pianos ont des problèmes d'ameublement, c'est bien connu, même s'il faut les caser. Et donc là, c'est un piano avec un clavier un peu arrondi et qui est basé sur un angle. Mais bon, c'est vrai que ça perd un petit peu à la description. Après voilà, il a réalisé le tuba harpe. Ça c'est très joli. Le début c'est une forme de tuba et sur le grand arrondi du tuba, il a rajouté 5 cordes. 5 cordes pour faire une harpe. Ou un violoni doppio altocello, instrument idéal pour exécuter n'importe quel quatuor à cordes. C'est-à-dire qu'il y a sur un violoncelle 3 violons, j'imagine de tonalités différentes, qui constituent des sont greffés. Ça fait comme un arbre avec des branches. Et ça fait un très bel objet qu'il a réalisé. Alors celui-là n'a pas dû être très compliqué à réaliser puisqu'il s'agit de coller en fait juste 3 violons sur un violoncelle, mais c'est l'idée qui est magnifique, et après les photos qui vont avec. Et un 4e chapitre qui est consacré à l'homme, l'enfant, la femme, l'enfant et l'animal. Alors les séries sur les animaux sont assez délirantes aussi, plus quelques délires à la fin autour de sujets plus précis, dont notamment un landau télévision où on pousse son landau et à la place du bébé on a une télévision. Donc ça a été remplacé par les téléphones à écran en fait. Il est juste un petit peu visionnaire. Moi j'en ai vu un aussi en fait dans les ciseaux là. J'ai vu le double ciseau. C'est dans les outillages ou dans la maison? Ouais, je pense que ça devait être le double ciseau. Tu sais que tu mets tes doigts dans 2 ronds. Voilà celui-là. Ouais. En fait, voilà le ciseau. Siamois. Oui, le ciseau siamois. Enfin, tu
tu es deux à pouvoir couper. Enfin, c'est le même ciseau greffé l'un sur l'autre. Enfin voilà, Ouais, ça j'avais vu ça, tu vois, ça me parle ça. Est-ce que ça coupe, Alors ça voilà, j'en sais. Et alors, je sais pas si je Mais vais là encore, retrouver- c'est des belles idées, même purement visuelles, c'est très beau quoi. Il y a une espèce de poésie aussi qui se dégage de ça. J'osais pas le mot, mais c'est vrai que voilà, c'est vraiment un poète. C'est-à-dire qu'il y a cette dimension. Moi, j'aime bien l'humour quand il n'y a pas que l'humour, en fait. J'aime bien. Oui. Quand on va voir un humoriste, on paye pour qu'il nous fasse marrer pendant 1 heure. Mais quand l'humour surgit d'objets comme ça, c'est-à-dire qu'il y a une pensée, c'est une tournure d'esprit en fait qui est humoristique. Oui, c'est ça déjà. Et du coup, ça débouche effectivement sur d'autres choses. D'abord, sur cette espèce de logique de l'absurde, où tous ces objets ont une fonction, même si, comme tu disais, ça serait étonnant de les voir reproduits en grand nombre. Et effectivement, sur une forme de poésie, parce que ça nous amène ailleurs, parce que ça ouvre notre imaginaire aussi. Ah, c'est ça, oui, et puis totalement. Et alors justement, tu disais tout à l'heure, lui, il vient d'où un petit peu? Donc, Karelman, pour ce que je sais, je suis un peu bûché quand même avant qu'on se rencontre, il est né en 1919 et il est mort en 2012. Oh la vache. Ouais, ça va. non, en 29, il est né en 29, pardon. Il est mort en 2012. Quand même. Et alors, lui, au départ, c'est un dentiste, mais qui a aussi fait des études de dessin. Et donc, il a très vite lâché son boulot, il s'est mis à dessiner. Et alors, il est célèbre anonymement. C'est lui qui a fait l'affiche de mai 68 avec le CRS, avec la matraque levée. D'accord. C'est l'affiche qui a été hyper utilisée. Oui, d'accord. Oui. Alors, lui, il n'a pas écrit SS, Oui. je précise, sur le bouclier à l'origine, il n'a pas écrit SS, il avait juste fait un truc graphique très fort. Avec le bouclier, la tête du CRS qui dépasse et la matraque qui traverse l'image. Quoi. Affiche qui est utilisée non seulement dès qu'on parle de mai 68 dans des magazines, tout ça, on réutilise ce dessin, Bien sûr. mais en plus, c'est une affiche qui a été détournée un nombre incalculable de fois. Et c'est la raison pour laquelle on sait que c'est lui qui l'a faite, d'ailleurs, parce qu'en 68, il n'a absolument pas signé son affiche ni revendiqué la paternité. Et par contre, en 88, à l'occasion de quelqu'un qui l'utilisait... c'est Leclerc qui voulait l'utiliser, en fait, ce graphisme-là, pour dénoncer les taxes sur les prix, ou je sais pas quoi, enfin, bien dans l'esprit... Leclerc, mais les magasins Leclerc, voilà. Dans un esprit que nous ne supermarchés. qualifierions pas. Il a, à ce moment-là, ouvert sa bouche quand même en disant c'est mon affiche, et donc déjà il va falloir payer si vous voulez l'utiliser, et puis surtout, bon, il serait temps... Et il s'est fait tomber dessus par des ex-68ards qui ont dit mais c'est pas l'esprit de 68 de signer ses affiches et tout ça. Mais enfin, c'est un truc qui l'a un peu énervé, parce que quand même, ça faisait 20 ans que tout le monde l'exploitait dans tous les sens, donc... enfin bon, après ça c'est d'autres débats, mais en tout cas, ça montre déjà qu'il a un sens graphique qui a impacté, hein, Ça c'est clair. on ne peut pas dire le contraire. Peut-être aussi certaines tendances politiques ou j'en sais rien, mais déjà aussi ce côté il a fait cette chose-là et puis s'en est pas occupé pendant 20 ans. Il a lancé son catalogue d'objets introuvables et puis le truc a pris, publié dans plein de langues. Il a adapté en bande dessinée le Zazie dans le métro de Raymond Queneau, le roman Zazie dans le métro, qui est un ouvrage donc, qui est bien dans l'esprit de ce catalogue d'objets introuvables, c'est-à-dire que Queneau il faisait partie de l'Oulipo, donc des gens qui expérimentaient sur, c'est totalement ça, ouais, sur l'écriture. Parce que là, tu as dit la première édition c'est 69. 69, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Donc on est et la BD, tu sais quand est-ce que c'est C'est à cette période-là, à peu près, ça va être aussi. dans les années 70. C'est plus l'éditeur. Non, enfin, je sais plus chez qui c'est sorti. Ça fait parce que ça devait être assez atypique. Enfin, c'était pas relié à Pilote ou. Non. Voilà, à ma connaissance, non, c'est pas un auteur de BD lui en fait. Hein. Oui, voilà, c'est vraiment. C'était un livre. Enfin, il a fait certainement une BD. Il devait y avoir un des éditeurs, là encore, indépendant, contestataire de l'époque. Je suis pas sûr. Peut-être ça a été publié chez un éditeur normal, mais. C'est un ouvrage à part, quoi. Mais voilà, s'il ne fait pas partie d'une collection, ça fait pas... je crois que ça fait une centaine de pages, c'est pas du tout les formats de la BD à l'époque. C'est plus intéressant. Oui, mais ça fait partie. J'ai envie d'aller chercher des infos, tu vois. Je suis sur le coup aussi. C'est ça ce que tu dis, waouh. Attends, là, c'est quoi je suis allé voir un petit peu, il y a des images quand même sur internet, il y a un graphisme très années 70 qui rappelle quand même des dessinateurs français qu'il y avait dans Pilote, justement, dont tu parlais, ou dans Charlie Mensuel. Voilà, ça, parce que quand tu disais, ça me faisait penser, ça n'a peut-être rien à voir, mais tu sais, on a été voir la saga de Xam, là, bah tiens, il est là.
Voilà, ouais, c'était les époques comme ça où même s'il y avait déjà des revues, des éditeurs et tout, il y avait quand même énormément, encore une fois, d'expérimentation dans tous les sens et plein de choses pouvaient arriver, quoi. Effectivement, au lendemain de mai 68, c'est sûr que là, pour le coup, les robinets montés en série s'ouvraient un petit peu Exactement. à tous les débits, quoi. Ouais, et puis, alors, il a fait partie du collège de pataphysique, mais ça, c'est Ouais. des mouvements, c'est tous ces mouvements un peu, oui, issus du surréalisme, Oui, farfelu, voilà, farfelus, et en même temps avec toujours des gens qui ont des espèces de logique. et toujours un fond de sérieux. Ouais, Bah. enfin, un truc, on sait jamais où est la frontière. Et bon, moi, c'est pas des mouvements que je connais bien, mais je trouve ça très intéressant quand l'art se prend pas au sérieux et en même temps produit autant de. Oui, mais le fait sérieusement. Ouais, c'est ça. Tu vois, il y a ce côté-là. Puis ça rejoint là encore Loulipo que tu disais aussi. Je sais pas quel. Mais lui, Voilà. il a créé Loupimpo, l'ouvroir de peinture populaire. Alors, je ne connais pas les conséquences de Loupimpo, je ne sais pas combien ils Les étaient règles, dedans, tout ça. mais c'était la suite de l'Oulipo, c'est la suite certainement logique pour lui de l'Oulipo, c'est-à-dire des gens qui s'amusent avec l'art, avec les règles de l'art, et qui essayent de repousser un peu les barrières habituelles, les techniques qu'on apprend certainement aux Beaux-Arts pour la peinture. Bien sûr. Toutes ces règles qui en même temps ils maîtrisent un petit peu, enfin, ces dessins techniques sont très, très corrects, quoi. Il y a un plumeau vivant fait avec un oiseau, et si on donne à manger à l'oiseau, on lui attache en fait un plumeau à la queue derrière, et du coup si on lui donne à manger, comme il bouge la tête, il bouge le corps, ça fait bouger le plumeau et ça permet de nettoyer les miettes qu'il vos fait. pièces. Bon, son oiseau est fait très dessin classique, oui. quoi. Bah, c'est tout le dessin analytique qu'on apprend. Moi, j'ai fait des cours de dessin comme ça. Voilà, de toute façon, il faut représenter les choses comme si elles étaient réelles. Alors évidemment, à partir de là, on peut avoir un débat philosophique sur qu'est-ce que le réel, mais il faut uniquement par le trait. Et disons un trait maîtrisé et un trait vraiment qui subit peu de variations, hormis des variations disons d'espace, c'est-à-dire que si on rapproche des traits on va avoir un côté très noir, et si on espace des traits c'est comme ça qu'on obtient le blanc. Mais après chaque trait, enfin c'est l'inverse de l'expressionnisme en fait. Voilà, il faut surtout pas un dessin expressionniste, il faut un dessin froid, calculé, et qui rende le plus possible disons l'objet ou même la matière, même si c'est un être vivant. Là on a donc le plumeau vivant de, c'est quoi l'oiseau enfin moi je sais il pas définit pas l'oiseau, il dit pas mais voilà. il dit n'importe quel volatile, il faut la faire, donc mais même si on doit faire des plumes ou des pattes, il faut que le trait soit le plus neutre possible, quoi. Il a créé un appareil à refermer les boîtes de conserve aussi. Alors ça, je sais pas s'il l'a fait en volume. Oui, une machine à coudre à moteur animal, c'est-à-dire qu'il y a un hamster dans une roue qui fait tourner le... Alors ça, c'est hyper simple comme idée, mais dans l'ensemble, ça fonctionne. Alors, un de ces trucs les plus connus, je la trouve pas là, c'est la cafetière pour masochistes, avec la hanse et le versoir du même côté. Ce qui fait que, évidemment, si on verse, c'est la folie, oui. Ça peut rendre dingue. Voilà.
Parce que après, ouais, il a. Tu sais ce qu'il a. Enfin, est-ce que s'il y a. Après, grosso modo, le catalogue qu'il a monopolisé pendant pas mal d'années, vu qu'il y a eu visiblement plusieurs rééditions, ou est-ce qu'il a. Déjà, il y a eu 2 volumes. C'est-à-dire il a fait un volume ouais. qui a eu beaucoup de succès. Et après, il a continué à trouver des objets, donc il a fait un 2e volume. Et après, ça a été réédité en regroupant moi, c'est l'édition que j'ai, donc c'est les 2 volumes avec 2-3 idées qu'il a eu en plus. C'est, je pense, son plus gros succès. À part l'affiche, mais qui était anonyme, je pense que c'est son plus gros succès. La BD, moi j'ai appris en faisant des recherches sur lui qu'il avait fait une BD sur Zazie dans le métro, j'en avais jamais entendu parler. Et après, il a fait un catalogue des timbres introuvables, où il détourne les timbres connus, et notamment il a toute une série sur la semeuse, où elle tient quelqu'un dans la main, enfin elle est toujours dans la même position, mais variation. Voilà, où il y a un timbre avec la Vénus de Milo qui a un soutien-gorge parce que c'est un timbre du Vatican, voilà, toujours dans cette idée quand même un petit peu à la fois titiller sur des réalités et s'inspirer de choses qui sont très familières pour les détourner. Il a matérialisé certains de ces objets et donc ça a donné lieu à des expositions. Il est devenu sculpteur par la force des choses, et donc il a fait le tour du monde avec ces objets-là. Et puis, alors il a fait des tas d'autres collaborations, il a été sur des projets avec d'autres gens et tout ça, mais il a un peu décliné au niveau célébrité à partir des années 90, et c'est difficile de trouver les traces de ce qu'il a fait. Il y a eu une petite poignée de livres en fait dans ce qu'il a réalisé, et puis ces objets qui ont tourné. Voilà, il devait être copain avec René Char, enfin puisque René Char lui fait une lettre, enfin je sais pas s'il était copain, mais en tout cas voilà, il lui fait une introduction qui a une forme de lettre. Notamment il dit, j'aime bien au milieu de la lettre, il dit: dédaignant pour commenter votre œuvre les lieux communs du paradoxe, ce que je disais tout à l'heure. Rien n'est plus logique que les démarches de votre esprit, ni de plus propre à notre temps. N'affirme-t-on pas, par exemple, que la bombe H, détournée de sa fonction initiale, assure la paix de notre planète? C'est bien dans l'idée de à quoi servent les objets et comment on les détourne, quoi. En vérité, aucune de vos spéculations sur les qualités abstraites de la matière ne montre autant de hardiesse. Vous seriez peu modeste si vous n'en conveniez point. Il me semble opportun, cher Karelman, en vous présentant l'hommage de mon attentive sympathie, d'offrir à ceux qui ne connaissent pas vos ouvrages le conseil qu'à ces lecteurs donne Maldoror: allez-y voir vous-même si vous ne voulez pas me croire. Oui, c'est sûr. C'est pour ça ça te plante déjà quelque chose. Ouais, c'est pour ça que c'est vraiment un livre à part. Et puis, ah oui, il était collectionneur d'instruments anciens. Dans ses hobbies, il collectionnait des instruments anciens. Et justement, moi, ce livre, il m'a rappelé, des années après, j'avais découvert un CD peut-être ça fera l'objet d'une étagère, de musiciens qui fabriquaient leur instrument de musique, et qui me semblaient être aussi des héritiers de ces personnages-là. C'est-à-dire, enfin, je ne sais pas s'ils le connaissent, et c'est pas important, mais c'est cette idée que c'est pas parce que les choses sont délimitées qu'on ne peut pas y mettre son nez et aller voir plus loin. Et du coup, créer son instrument de musique, c'est aussi créer des nouveaux sons, et créer des nouvelles manières de pratiquer la musique. Oui, c'est ça. Enfin, il y a plein de pistes en fait. Tu te dis, parce que déjà, comme tu disais aussi, c'est comme là, ça rejoint ce que tu disais sur ceux qui ont inventé leurs propres instruments. C'est aussi ce passage entre l'imagination et alors à un moment la réalité. C'est-à-dire vraiment rendre l'objet imaginaire au début, finir par le rendre concret. Parce que j'imagine que tes musiciens là, ils ont tous fini par vraiment inventer leur instrument, enfin le créer et jouer avec, quoi. C'est là où ça. J'ai un CD. Voilà. Et en plus, au final, finir par enregistrer de la musique avec. Donc c'est ça qui est super, quoi. Et là, quand on voit en plus certaines photos qui, même si ça débouche sur, même concrètement, encore plus concrètement sur des objets où on se dit, mais en fait ça ne sert à rien, il en reste quand même quelque chose, oui. Il y a quand même en plus une poésie qui se dégage même dans l'objet qui est concrétisé, quoi. Mais là, même si celui-là apparemment il n'a pas réalisé, le rétroviseur à facettes, taillé comme un diamant, il donne une vision quasi cubiste du paysage. Voilà, l'idée, elle n'est pas fonctionnelle, elle est là aussi de rendre poétique, mais on a tous fait ça avec des bouts de miroir éclatés. On a tous vu une vision éclatée de la réalité qui rappelle tous les jeux d'optique, tous les appareils dans lesquels on regarde, qui permettent de démultiplier la réalité. Donc, et en plus, mais là, pareil, si tu veux, parce que là, ce que je trouve génial, c'est. Parce que là, on parle du rétroviseur, donc ce qui est censé être quelque chose, non seulement un objet manufacturé qui doit être reproduit en très grand nombre et qui doit être absolument purement identique, parce qu'en plus, c'est lié quand même à la sécurité routière,
puisqu'on est censé se servir du rétroviseur pour bien voir s'il n'y a pas quelqu'un qui est en train de te doubler pour éviter éventuellement un accident. Et là, on va te coller une vision qui va finir par être totalement déformée et fantasmagorique et potentiellement même dangereuse. S'il y avait que des voitures avec ça... Mais et en même temps c'est génial, tu vois, c'est ça que je trouve qui est vraiment très très beau, quoi. On pourrait presque imaginer un exercice d'Oulipo qui serait de prendre chacune des inventions et d'écrire une nouvelle à partir de là. Oui, c'est ça. Un monde où, c'est ça. Par exemple. Oui, non, mais c'est exactement ça aussi, voilà, tu vois. C'est là que j'ai dit que c'est hyper riche, c'est que en fait. C'est un réservoir à idées, quoi. Moi, tu vois, c'est un réservoir à création encore plus, quoi. Faut encore plus en repartir, c'est ça. Moi, j'ai dû le lire 50 fois, ce livre. Je comprends. Et justement, enfin, je t'ai amené aux toilettes au début. Là aussi, il y a deux écoles. Il y a les gens qui vont aux toilettes et puis ils s'en vont le plus vite possible parce que c'est pas un endroit a priori très agréable. Et puis il y a des gens qui ont pris l'habitude de lire aux toilettes. Et moi, j'ai eu d'une famille comme ça, à tel point que moi, il y a eu une période où j'allais aux toilettes pour lire. C'est-à-dire, j'avais rien à y faire, mais j'allais parce que je trouvais que c'était un endroit super cool pour lire. Et notamment ce genre de livre, c'est-à-dire que quand on va aux toilettes, on n'y passe pas des heures quand même a priori. Donc le roman, ça sert à rien. Et donc on veut des choses très courtes et des choses très distrayantes et en fait qui nous amènent ailleurs. Alors ce livre n'est pas voué à être lu aux toilettes, mais ce livre par contre il peut être embarqué un petit peu partout pour déclencher l'imagination et même si on n'a aucune vocation artistique en fait, c'est juste que c'est un truc d'évasion aussi. Et, oui, non. C'est ça aussi, tu vois, j'avais déjà vu, moi, c'est sur le jeu d'échecs sphérique. Toi qui es amateur d'échecs, tu as une série de jeux d'échecs. Mais celui-là, voilà, je l'ai vu aussi, tu vois, plusieurs fois dans différents endroits. C'est vrai que c'était... C'est surtout que les pièces peuvent faire le tour, donc c'est sans fin. Enfin, ça remet en cause le jeu d'échecs. C'est ça, mais c'est super. Un échiquier flottant. Ouais, qu'on peut jouer dans sa baignoire. Un échiquier à pièces éjectables. Lorsqu'on perd une pièce, alors il y a des petites touches comme d'une machine à écrire qui correspondent aux cases. Et quand il y a une pièce qui meurt, on peut la faire sauter. Un truc parfaitement inutile, mais c'est drôle. Voilà, enfin bon, c'est sans fin. Hein. Et puis c'est peut-être un peu frustrant pour les gens qui écoutent parce qu'il n'y a pas le visuel. Alors honnêtement, je ne sais pas s'il y a des rééditions récentes. Et oui, c'est ça qui... Mais j'espère que oui. J'espère que ce livre devrait être réédité systématiquement en fait. Mais je pense quand même que comme il est au livre de poche, quand il est sorti en poche, il était au livre de poche. Donc je pense que le livre de poche doit le retirer de temps en temps quand même. Mais je pense surtout que ça devrait être dans toutes les maisons en fait. C'est comme un manuel de bricolage mais en plus sympa quoi. C'est pour bricoler ton imaginaire quoi. Ouais. C'est vraiment oui, alors j'avais parlé du ready-made de Duchamp, alors qui je pense à mon avis peut-être que là aussi ça serait effectivement intéressant de savoir à quel point quelque part je pense ça a dû l'influencer aussi, même si pour Duchamp en fait bon c'était une toute autre problématique et thématique. Mais par contre, quand je vois son catalogue, oui, moi depuis le début, il y a ça qui me titille. Ça me fait effectivement beaucoup penser à... Enfin, je suis sûr qu'évidemment, il ne peut pas ne pas connaître Duchamp vu ce que tu as dit sur son début de carrière et l'époque à laquelle où il était. Tous les gens, là, ils étaient... tout le monde devait se positionner un petit peu par rapport à Duchamp. Mais lui, je pense qu'il a une bonne manière de récupérer le truc, quoi. Parce que là, on est presque en train de trop l'intellectualiser. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un truc un peu... ce côté poétique, il vient aussi du fait que... tu vois l'objet et tu réfléchis pas trop, ça te parle de suite en fait. Il y a un effet, il y a un effet premier degré, bizarrement dans ce truc qui est complètement dingue. Il y a un effet premier degré de se dire ah mais ça serait rigolo d'avoir cet objet et puis comme à chaque fois il trouve le bon graphisme, la bonne manière de le présenter. En plus, bah oui, parce qu'il y a ce côté catalogue. C'est quand même un catalogue juste d'objets les uns après les autres. Et c'est ça que je voulais en venir. Moi, avant que tu n'ouvres le livre, je sais pas pourquoi, je pensais qu'il allait y avoir du texte. Enfin, tu vois, et en fait, effectivement, ça tombait sous le sens. Oui, dès que tu as ouvert, j'ai vu qu'il y avait que des illustrations dans tous les sens et tout. Mais oui, j'ai dit, mais en fait, je suis bête, c'est marqué dessus, c'est un catalogue. C'est juste un catalogue d'objets. Et il y a des petites notules à côté pour t'expliquer le truc rapidement. Mais c'est ça. Donc, il y a un côté très, très concret. Et la preuve étant qu'en plus, il en a construit certains. Donc, ouais, puis il y a un truc quand même aussi, c'est que
s'il a fait ça, c'est parce qu'il était fasciné par les catalogues de son enfance. Oui, voilà. Et ça rejoint aussi, parce que quand je dis que moi je le redécouvre régulièrement ces bouquins, moi j'adorais regarder les catalogues. Alors, moi je suis d'une autre génération, donc c'était les catalogues de la Redoute et les Trois Suisses. Moi aussi, on est de la même. Et alors évidemment on les regardait pour les jouets d'abord, après quand on était ado on allait plutôt voir les pages des dessous, mais au-delà de ça, moi j'étais fasciné par un truc qui faisait autant de pages, qui recensait autant d'objets, et j'ai toujours aimé ce truc du potentiel que ça représente. Et je crois pas que ce soit un truc, je voulais pas avoir tous ces objets, c'était pas un truc de possession capitaliste et tout ça, c'était le fait, que ça existe en fait, voilà, c'est ça. Et ou l'hypo, de littérature potentielle, c'est tout ça, c'est ça. C'est ça. Et lui, il a réalisé une espèce d'objet idéal, je trouve, là-dedans, puisqu'il il fait un catalogue, mais qui est un catalogue qui n'appartient qu'à lui et que en fait chacun va s'y projeter différemment dedans, je pense. Ben oui, et puis même si c'est marqué d'objets introuvables, on a presque maintenant envie de sous-titrer potentiellement trouvables un jour quelque part si quelqu'un se met à les faire. Mais de toute façon, à partir du moment où lui les a fabriqués, il a déjà contredit son principe de base. C'est là aussi, il appelle un petit peu les gens à... Très vite, on a l'impression dans ce livre, c'est ça, emparez-vous de ces choses-là. On peut très bien imaginer que quelqu'un d'un peu bricoleur ou d'un peu sculpteur ait un effet aussi de son côté, peut-être même avant que lui s'y mette. Bien sûr. Rien n'interdit d'imaginer ça. Ou, d'ailleurs, depuis, j'ai vu qu'il y avait un artiste japonais qui a repris un petit peu la même idée. Il a fait des chaussures avec des parapluies dessus pour pas qu'on mouille ses chaussures. Voilà, donc l'idée en soi, elle est infinie. Surtout que lui, il était avant plein d'outils qu'on a maintenant et qui donc pourraient aussi donner lieu à d'autres objets introuvables à partir de ces objets. Mais surtout à une époque où on est censé quand même tout avoir en cliquant très rapidement, en commandant et tout. C'est encore plus délirant de voir qu'il y a tous ces objets qu'on n'a pas imaginés et qui sont éparpillés dans l'imaginaire et qu'on peut les piocher de temps en temps, quoi. Les plus jeunes, c'est un livre qui pourrait leur parler, quoi. Ah, je suis certain que ça peut parler à plein de gens. Parce que tu as déjà répondu à la question. Faut être honnête, moi, la forme de graphisme à l'époque était déjà du passé pour moi. Quand j'ai découvert, je voyais bien que c'était pas quelque chose de contemporain. Et je crois que dans le volume que j'avais, moi, il n'y avait pas encore les photos d'objets réalisés. Donc il n'y avait que ce graphisme qui est un hommage au catalogue des armes et cycles. Et ça marchait très bien, et je pense que ça peut marcher avec tout le monde parce que c'est tellement délirant. Peut-être qu'il manque les objets depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui, mais la plupart des objets sont quand même des objets qui nous parlent encore, quoi. Ça c'est pas là-dedans, il y a pas de, il y a des patins à roulettes, c'est pas des rollers, mais une table de ping-pong, des parapluies, des casseroles. C'est des objets du quotidien pour la plupart. Donc, je pense que ça peut absolument parler à tout le monde, ouais. Et je pense qu'il y a, pour prolonger ces questions qu'on se pose toujours, je pense qu'il y a beaucoup d'héritiers de Karelman, mais qui ne se connaissent pas en fait. Là, j'avais préparé mon coup, j'en ai au moins 2 dans la bibliothèque, c'est pour ça qu'on est là. Ah bah oui. Ouais, donc Fab Caro, qui est maintenant célébrissime, un de ses premiers ouvrages, je crois que c'est le premier qui est paru chez Six Pieds Sous Terre, s'appelle La Redoute. Ouais. Et c'est une relecture du catalogue de La Redoute, avec, alors c'est pareil, je ne vais pas m'amuser à décrire les gags visuels de Fab Caro, mais en fait c'est un vrai catalogue de La Redoute, avec des commentaires sur les objets complètement décalés, qui respectent le ton des descriptions qu'il y avait dans les catalogues à l'époque, mais qui évidemment alors c'est pas tellement les objets qui sont décalés, mais par exemple il y a une tronçonneuse et la description c'est « Bonne Saint-Valentin ma chérie » entre guillemets, parce que rien n'est assez beau pour l'élu de votre cœur, cette adorable tronçonneuse thermique ravivera bien des remerciements. Donc, voilà, c'est l'idée d'offrir une tronçonneuse pour la Saint-Valentin. Je sais pas si Fab Caro connaît Karelman, s'il a lu le catalogue des objets introuvables, mais ça me semble
dans la droite ligne de, oui, de ça, quoi. C'est Alors, un écho, c'est un reflet. On est plus dans l'art de la parodie que dans cette espèce de délire à partir de quelque chose de très concret qui va ailleurs, mais on retrouve cette espèce de... Il y a des moments assez poétiques, là. J'ai pris l'exemple de la tronçonneuse, mais il y a des moments assez poétiques. Mais en tout cas, voilà, lui aussi, c'est quand même quelqu'un qui aime beaucoup l'humour absurde et qui fait déraper le quotidien dans ses BD. Celui-là, c'est celui qui est le plus proche parce qu'il s'agit d'un catalogue, mais je veux dire, quelque part, chez Fab Caro, il y a un peu cet humour-là. Et puis alors il y a un autre personnage dont je voulais parler. Alors moins parce que il y a pas de cynisme ni de méchanceté chez Karelman. Là la personne dont on va parler est quelqu'un qui est un peu plus misanthrope, qui est tu connais le tampographe Sardon? Oui, mais grâce à toi, parce que tu m'en as parlé. Voilà, qui est quelqu'un qui est actif, qui a à Paris a son propre atelier de tampons. Il fabrique donc des tampons ancrés. Et alors il fait des très beaux tampons alors là aussi on va pas décrire trop le visuel, et puis il fait des tampons à message. Alors il y a les deux tendances en fait, il y a les tampons visuels, dans les tampons qu'il fait que j'aime beaucoup, il fait des tampons en hommage aux acteurs chauves du cinéma de genre. Alors là aussi, l'ouvrage que j'ai, Chronique de la rue du Repos, il a publié plusieurs ouvrages. C'est un ouvrage où il y a énormément de visuels. Il y a ses créations de tampons, il y a aussi des photographies qu'il a faites de son quartier, de graffiti dans son quartier. Mais surtout, il y a des textes qui viennent compléter ça. Enfin, surtout, il y a aussi des textes, et c'est son univers à lui. Oui, puis on peut dire par exemple, genre dans les tampons, enfin, il y a des trucs très simples, on a un tampon tout prêt pour inscrire « tu me fais chier », mais entouré par une espèce de couronne de fleurs avec deux petits anges au-dessus, quoi. Deux angelots, qui est tout à fait le truc qu'on aimerait tous avoir pour mettre au bas d'un courrier administratif. Voilà, ou ce genre de choses. Il y en a un totalement classique en mode rouge, j'ai raison. Un tampon j'ai raison qu'on peut mettre en dessous de tous ces courriers. Quand il y a, comme si c'était marqué confidentiel ou top secret, non, là c'est genre j'ai raison, enfin voilà. Et après, il a l'air de, effectivement, il part dans. Alors là, on a toute une série aussi, Parasite, Vislard, te faire détartrer, mange mon cul, oui, voilà. Enfin, je veux dire, bon. Oui, il y en a des très grossiers, mais il revendique aussi ce côté-là. Bon, on rejoint peut-être plus l'esprit. Oui, mais là encore, c'est le rapport entre l'officialisation du tampon et l'espèce de logorée complètement folle et qui pourrait en découler et qui serait beaucoup plus personnel, quoi. Ouais, et là où il rejoint Karelman, c'est que dans ce bouquin-là, il y a aussi des objets. Alors, est-ce que c'est lui qui les a fabriqués ou est-ce qu'il les a fait faire? D'accord, parce que là, on a un poulet qui a été comment dire, qui est entouré de cordes façon SM, comment ça s'appelle, l'art du bondage. Voilà, l'art du bondage. Donc les bonnes recettes familiales du tampographe, le poulet shibari, donc il fait référence à ça. À côté, aliments complets pour célibataires, on a des boîtes de conserve qui pourraient rappeler Warhol, sauf qu'elles sont beaucoup plus élémentaires. Il y a marqué food et puis les jours de la semaine, Food Monday, Food Tuesday, Food Wednesday, manière de simplifier, là aussi très moderne, la question de qu'est-ce qu'on fait à manger ce soir. On fait toujours la même chose, il y a juste le Sunday, qui est un tout petit peu différent au niveau de l'écriture du mot Sunday, avec un peu de couleur de partout, c'est la seule fantaisie de la semaine. Mais ça pourrait être dans le catalogue des objets introuvables quasiment, hein, la boîte à conserve pour tous les jours. Donc il a de cet esprit-là. Après, je pourrais lire un extrait de sa prose. Ça c'est dès le début. J'ai gravé mes premiers tampons en 1991, ils étaient faits dans des gommes Printafix avec une gouge en plastique. C'était à l'époque un genre de jardin secret, uniquement planté de ronces pour ne pas qu'on vienne m'y emmerder. Je vivais à Angoulême, je gravais tout ce qui me tombait sous la main. J'ai fait des tampons dans des patates, des navets, des rutabagas. Les premières tentatives étaient assez potagères. Puis j'ai commencé à graver des gommes et tout le caoutchouc que je trouvais. J'imprimais avec ça de petits gravezines que je vendais le prix d'une bière. Je tirais à 10 exemplaires et avec l'argent, j'allais me saouler dans les bars du centre-ville. J'avais trouvé une forme d'économie circulaire assez plaisante et lancé les bases du tampographe. Je ne savais pas que cette manie bizarre allait envahir toute ma vie. J'ai commencé ce livre en 2013. C'est peu dire que l'époque a changé. J'ai tout conservé, même des plaisanteries périmées sur François Hollande. Je les ai gardées par souci d'exactitude archéologique et par nostalgie pour cette époque lointaine qui me semble, vue depuis le fond de seau amer d'où nous barbotons désormais, étonnamment désirable. Tout se périme, l'humour, les présidents de la République, les souvenirs, les sentiments comme les yaourts.
Au rythme où je travaille, mon prochain livre paraîtra en 2028 après la fin du monde. Les libraires vont gueuler. Le ciel de Paris sera en flammes, des hippopotames infernaux surgiront de la Seine pour manger les enfants, les morts sortiront des tombes, il se passera enfin quelque chose rue du Repos. En attendant, je vais dormir. Donc voilà, c'est un autre esprit. Hein, Ouais, mais... le gars est moins joyeux. Oui, certes. Mais peut-être que l'époque aussi est moins joyeuse, c'est une possibilité. C'est une hypothèse. C'est peut-être possible, ouais. Mais donc il habite rue du Repos, juste à côté du cimetière... Du Père-Lachaise. Du cimetière du Père-Lachaise. Donc, les textes sont assez bien écrits, en plus des photos qui sont très belles et où il raconte un peu tout ce qui se passe. Il y a des moments violents et des moments très poétiques, il y a des moments de misanthropie pure. Mais c'est pareil, c'est un super ouvrage qui est inclassable. C'est-à-dire que c'est un catalogue de ses tampons, mais c'est aussi des photos de ce qu'il observe autour de lui et des commentaires plus ou moins raccord avec les tampons ou pas du tout sur ce qui... sur ce qu'il pense, ce qui chronique sa vie quotidienne. Et je trouve qu'il y a aussi quelque chose de Karelman, déjà dans son amour des objets. Oui, puis c'est... Ouais. Et puis c'est encore une fois aussi peut-être le point commun là avec les trois que tu as sortis, c'est encore une fois un principe d'accumulation aussi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment le fait de... Et puis de reproduire tout le temps soit le même acte, pas forcément le même objet, mais lui, au début, on va rester que sur les tampons, mais voilà, c'est tout passé par le prisme du tampon. Tout passé par le prisme du catalogue, tout passé par le prisme des objets courants. Des objets, donc c'est vraiment ce principe d'accumulation qui, je pense, naît avec nos sociétés modernes. Là encore, on va rejoindre l'art... avant le ready-made, enfin le ready-made de Duchamp, encore une fois, a annoncé ça, mais après il y a eu les nouveaux réalistes en France avec César, Tinguely, Yves Klein et tout ça. Et puis certains des artistes accumulaient les Armand, tout ça, ils faisaient qu'accumuler les objets, les empilaient les uns sur les autres. César finissait par les compacter, mais c'est ça, c'est à ce moment-là où la société de consommation finit par totalement s'imposer. Il faut trouver un échappatoire, visiblement. Oui, parce que... Tu vois, parce que sinon, c'est un peu la mort, quoi. Ce que j'aime, c'est que ce soit Karelman ou Sardon, c'est des gens aussi qui ont le sens de l'inutile. C'est-à-dire qu'ils fabriquent des objets. Le tampon, tu me fais chier, on va peut-être l'acheter par goût, par esthétique, par sens esthétique, mais après, on va pas tamponner. En fait, en réalité, on va pas tamponner, tu me fais chier à tous les courriers où on aurait éventuellement envie de le faire. Non, moi je ne ferais pas ça. Non, moi non plus, et puis je pense pas qu'il y ait grand monde qui... Mais moi, ce qui me plaît, c'est que là encore, on s'approprie quelque chose qui est normalement référencé dans l'ordre du légal, du clair, du posé, du parfaitement compartimenté et délimité, et subitement on le décale, on le déplace. Et là, c'est un geste purement artistique. Et c'est ça qui est bien. Il le dit là, c'est très beau ce que tu as lu. On sent qu'à un moment, ça lui tombe dessus, et c'est sa bouée de sauvetage, quoi. Il tamponne, à partir de là, il n'a qu'une obsession, faire des tampons déjà. Et après, tout tamponner et son économie circulaire, tu vois. C'est ça que je trouve génial, moi. À un moment, il y a un truc qui tombe sur la tête de quelqu'un et c'est sa bouée de sauvetage et il finit par créer et son univers et là, ce qui est encore plus important, son économie circulaire, quoi. Même si c'est que se payer des coups à boire, mais je trouve ça très très beau, quoi. Très, très touchant, quoi. Je sais pas si sa boutique, d'ailleurs, quand on le suit sur les réseaux sociaux, je sais pas si ses horaires d'ouverture sont très réguliers, j'ai pas l'impression, qu'il ouvre un peu quand il veut et tout ça. Mais après, c'est la direction qu'il a prise lui. Et puis, il fait partie de ces gens qui même aujourd'hui, ont décidé de faire d'une certaine manière, même si c'est pas adapté à ce qui se passe autour. Après, il a des soutiens quand même. Il était sur le dernier spectacle d'Edouard Baird. Edouard Baird l'a invité sur scène avec un de ses tampons géants. Donc il existe, hein, peut-être très branchouille à Paris, j'en sais rien. Peut-être quelqu'un qu'on invite dans les galeries d'art régulièrement, ça j'en sais rien. Mais en tout cas, moi, et ce bouquin-là, c'est un copain photographe qui me l'a fait découvrir, c'était chez lui. C'était ça, oui. Et j'aime tomber sur ce genre de truc où... c'est un peu inclassable, tu sais pas trop quoi faire de ces bouquins, tu sais pas trop à qui les recommander non plus, si ce n'est des gens qui sont curieux et puis qui aiment. Enfin, moi j'aime bien ces gens qui suivent pas trop même dans l'art, qui sont
pas dans des domaines qui sont très identifiables. Voilà. Nous, on leur ramène, là on intellectualise un petit peu, on leur ramène à du chant, on ramène à des mouvements et tout ça, et eux-mêmes, peut-être ils en font partie, mais les bouquins en soi, ils sont... tu peux les filer à quelqu'un et ça, ils n'ont pas besoin de savoir tout ça, en fait. Ah oui, non, bien sûr. De toute façon, là, l'art du tampon, ou même si c'est pas un art, voilà, là encore, c'est ce qu'il dit au début. Au début, il a besoin d'une patate, quoi. C'est ça qui est génial. Tu vois. Au début, il a besoin de légumineuses, surtout. C'est ça qui est super. Voilà, t'as besoin de légumineuses, un peu d'encre et d'un papier, et c'est bon, c'est parti. Je veux dire, moi, je crois profondément que ce qu'il faut garder de tout ça, et même de Karelman, hein, c'est ça. Enfin, c'est ça, c'est ce côté se réapproprier. Là encore, Karelman par les objets du quotidien. C'est des choses qui parlent à tout le monde, où il n'y a pas besoin de culture, tu n'as pas besoin de formation. Et c'est juste à un moment, ça doit t'interroger toi sur qu'est-ce que tu peux en faire, comment tu peux aller plus loin avec ça, et essayer là encore de développer un imaginaire avec ça, quoi. C'est ça qui est bien et qui est touchant à la fin et qui est beau et qui fait que voilà, tu parles d'un livre qui traverse déjà plusieurs décennies aussi, quoi. Celle-là elle est très belle d'ailleurs, l'illustration aussi. C'est une machine à café espresso. En fait, c'est une partie qui est consacrée à l'Antiquité. Je n'avais pas relu cette partie-là. Et donc, une machine à café espresso qui viendrait de l'Antiquité. Alors, elle est indescriptible. Là, il y a vraiment une série de tuyaux avec une grosse machinerie. Mais le texte est joli aussi. Il dit, c'est à notre avis une des inventions de Léonard, récemment mise à jour, les plus réussies. Une des plus visionnaires, des plus cosmiques aussi. Si la machine elle-même ressemble à peu de choses près à celle que nous connaissons de nos jours, la manière de capter la vapeur dans les flancs même d'un volcan place d'emblée cette invention au rang des plus grandes créées par le génie de l'homme. Voilà, parce qu'on voit après un très beau dessin sur papier bleu, avec des rayons de blanc et de rouge, de crayon blanc, crayon rouge et bien sûr crayon noir. Mais on voit surtout aussi l'écriture entre guillemets typique de Léonard de Vinci en mode écrit comme si pour la lire il faut être en face d'un miroir. Ouais. Et effectivement, dans le fond, il y a carrément une éruption volcanique qui serait la source thermique, en tout cas, pour faire fonctionner la machine à expresso, et qui après est reliée à la machine avec un très long tuyau. Qui traverse les montagnes pour aller recueillir la chaleur et la vapeur du volcan, et pour aboutir à une espèce de machine à expresso mécanique. Voilà, c'est pas Georges Clooney qui aurait inventé ça. Non, là c'est pas What Else. Non mais c'est beau là pour terminer en plus là-dessus parce que ça c'est un très beau dessin aussi là. Ouais, il y a un côté plus entre guillemets qui va plus là, il y a même si le devant fait dessin technique, là il y a des taches, on voit des taches pour faire un petit peu le ciel ou l'éruption volcanique. Il y a vraiment un petit côté, et puis un peu papier parchemin aussi, donc c'est très chouette, on dirait qu'il a effectivement récupéré ça dans les archives de Léonard de Vinci. Enfin, même c'est troublant presque, enfin tu vois, on en vient à douter quoi. C'est peut-être vrai. L'étagère, un podcast de Yann Jouvert et Christophe Bauer. Réalisé par Yann Jouvert. La musique du générique est signée Off. Avec des extraits musicaux de Plastic Dance, Alice et Ibn Al-Rabin, Sophie Bernard et Raymond Scott. Retrouvez-nous sur Ocha, Deezer, Spotify, Podcast Addict, Amazon Music et YouTube. Vos remarques sont les bienvenues sur le Facebook L'étagère podcast.